Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. C'est donc à 12 ans que notre Benjamin entre véritablement dans la vie active. Son père l'a convaincu qu'il n'a ni la vocation religieuse, ni les moyens donc d'étudier longtemps. Donc il décide de lui trouver un métier. Après avoir envisagé plusieurs apprentissages, il finit par le placer donc chez l'un de ses fils aînés, James Franklin, qui vient d'ouvrir une imprimerie à Boston. Eh bien ce choix, comme je vous le disais, va transformer la vie de Benjamin Franklin. Parce qu'au début du XVIIIe siècle, l'imprimerie, c'est bien plus qu'un métier. C'est l'un des centres névralgiques de la circulation des idées. Dans les colonies américaines, où les universités sont rares, vous imaginez bien, et les bibliothèques assez peu nombreuses, les ateliers d'imprimeurs deviennent des lieux d'échange intellectuel. On y discute de politique, de religion, de science, des affaires du monde. Les imprimeurs manipulent les textes, les pamphlets, les journaux. Ils participent directement à la formation de l'opinion publique. Et pour le jeune Benjamin Franklin, c'est un univers fascinant. Son apprentissage est quand même exigeant. Il doit apprendre à composer les caractères typographiques, préparer l'encre, manipuler les presses, corriger les textes, transporter les feuilles imprimées. C'est un travail physique qu'on n'imagine plus aujourd'hui, et très technique, qui exige précision, patience, discipline, mais qui offre aussi un privilège exceptionnel, l'accès aux livres. Et là, Benjamin dévore tout ce qui passe par l'atelier. Il emprunte des ouvrages aux libraires, parfois en les lisant la nuit pour les rendre avant le matin, pour pas que ça soit remarqué. Il découvre les essais, les journaux européens, les débats intellectuels qui agitent l'Atlantique. Cette immersion permanente dans le monde de l'écrit accélère encore son éducation bien plus efficacement que n'importe quelle école. Mais l'imprimerie lui apprend aussi autre chose, la puissance de la presse. Au moment où il entre en apprentissage, Boston ne possède qu'un seul journal, le Boston Newsletter. Mais en 1721, son frère James donc décide de créer un nouveau journal, le New England Courant. Ce projet est très audacieux parce qu'il s'agit du premier journal véritablement indépendant des colonies. Contrairement aux autres publications, il ne se contente pas de relayer les décisions officielles. Il critique les autorités, il débat des affaires publiques et publie des textes satiriques. Dans une société puritaine, très attachée à l'ordre moral et religieux, cette liberté de ton, vous pensez bien, est très révolutionnaire. Le journal devient rapidement un lieu de confrontation intellectuelle. Et vous avez des jeunes écrivains, des commerçants, des étudiants qui viennent publier des textes et débattre de politique, de religion ou de science. Et Benjamin Franklin observe tout ça avec la fascination que vous imaginez. Il rêve de participer lui aussi à cette conversation intellectuelle, mais il y a un problème. Son frère ne le prend pas au sérieux. James Franklin voit en lui un simple apprenti, chargé de tâches techniques. Il ne croit pas du tout à ses talents d'écriture. Et pour contourner cet obstacle, Benjamin imagine une ruse. En 1722, il écrit anonymement un texte qu'il glisse sous la porte de l'imprimerie pendant la nuit. Le lendemain, les contributeurs du journal découvrent ce texte et l'apprécient immédiatement, et donc décident de le publier. Et ce texte est signé d'un pseudonyme, Silence Dogood. Benjamin Franklin, vient d'inventer un personnage littéraire extraordinaire, une veuve d'âge mûr, vive d'esprit, ironique et observatrice de la société. À travers cette voix fictive, il peut critiquer les institutions, commenter les mœurs de Boston et exprimer ses idées avec une totale liberté. Et les lecteurs adorent. Pendant plusieurs mois, Benjamin publie une série d'essais pleins d'humour et de satire. Les textes abordent des sujets variés, l'éducation, la religion, la politique, les relations sociales. Ils dénoncent les hypocrisies, moquent les prétentions des élites et défendent une vision plus ouverte de la société. Dans l'un de ses essais, Silence Dogood attaque même le système éducatif d'Harvard. Elle affirme que beaucoup de jeunes gens y sont envoyés non pas parce qu'ils sont capables d'étudier, mais simplement parce que leurs parents sont riches. Beaucoup en sortent, écrit-elle, je cite, aussi ignorants qu'ils y sont entrés, mais beaucoup plus orgueilleux. Et cette satire révèle déjà l'un des grands thèmes de la pensée de Benjamin Franklin, la critique des privilèges sociaux. Et dans le monde qu'il observe, l'éducation, le pouvoir et les honneurs sont encore largement réservés aux familles les plus riches.
Benjamin, lui, incarne une autre possibilité, celle d'un homme qui s'élève par son intelligence et par son travail. Et quand son identité est finalement découverte, les réactions sont pour le moins partagées. Certains admirent son talent précoce, mais son frère James, lui, est furieux. Il craint que cette reconnaissance ne rende Benjamin arrogant et difficile à contrôler. Du coup, les relations entre les deux frères se détériorent très rapidement. Cette tension révèle une dimension essentielle de la personnalité de Benjamin Franklin, son indépendance. Il supporte mal l'autorité arbitraire, et je le comprends. L'apprentissage qui devait durer 9 ans devient pour lui une forme de contrainte insupportable. Les disputes se multiplient, parfois violentes. Et Benjamin finit par prendre une décision radicale. En 1723, il a 17 ans, il quitte Boston clandestinement. Et ce départ est un moment décisif dans sa vie. Il abandonne sa famille, son apprentissage et sa ville natale quand même pour tenter sa chance ailleurs. C'est quand même un geste audacieux, presque imprudent, mais il correspond parfaitement à son tempérament. Avec seulement quelques pièces en poche et une détermination intacte, il se dirige vers une ville encore plus dynamique et encore plus ouverte que Boston, c'est Philadelphie. Et c'est là que commence véritablement la grande aventure de Benjamin Franklin. Et lorsqu'il arrive à Philadelphie, donc en 1723, il n'a que 17 ans, il vient de quitter Boston clandestinement pour échapper à l'autorité de son frère, et à un apprentissage qui lui est devenu insupportable. Et, comme je vous le disais, il n'a que quelques sous en poche, presque aucun contact et aucune garantie d'avenir. La scène de son arrivée est devenue l'une des plus célèbres de l'histoire américaine. Fatigué par son voyage, mal habillé, les poches quasiment vides, Benjamin Franklin achète 3 petits pains dans une boulangerie et marche dans Market Street en les mangeant. Il ne le sait pas encore, mais il passe alors devant la maison d'une jeune femme qui, plus tard, deviendra sa femme, Deborah Reed. Benjamin se souviendra plus tard de l'image qu'il donnait, un adolescent maladroit, les joues gonflées de pain, faisant sans doute une impression assez ridicule. Mais derrière cette scène presque comique se cache un moment décisif. Il entre dans une ville qui va, quand même, transformer sa vie. Au début du XVIIIe siècle, Philadelphie est l'une des villes les plus dynamiques des colonies britanniques. Fondée par les Quakers quelques années plus tôt, elle possède une atmosphère très différente de celle de Boston. La société y est moins dominée par le rigorisme religieux puritain et plus ouverte au commerce, aux échanges et aux initiatives individuelles. Ça tombe bien. Cette culture urbaine correspond donc parfaitement à son tempérament. Il trouve rapidement du travail, dans une imprimerie, vous vous en doutez. Ses talents techniques et son intelligence attirent très vite l'attention. Il rencontre le gouverneur de Pennsylvanie, William Kiess, qui lui promet à tort de l'aider à ouvrir sa propre imprimerie. Et encouragé par ses promesses, Benjamin part même à Londres pour acheter du matériel. Mais une fois arrivé en Angleterre, il découvre que le gouverneur ne lui a fourni aucune lettre de crédit. Et du coup, il se trouve à nouveau sans ressources. Cet épisode qui aurait pu briser sa carrière devient au contraire une nouvelle étape d'apprentissage. Il faut se serrer les dents et les poings. À Londres, Benjamin Franklin travaille dans plusieurs imprimeries. Il observe la vie intellectuelle et politique de la capitale britannique. Il découvre les cafés où se réunissent écrivains et journalistes, les journaux satiriques, les débats publics animés. Et il acquiert une expérience professionnelle et culturelle qui va lui être très précieuse. En 1726, il retourne à Philadelphie avec une idée claire, réussir par son travail et par son intelligence. Et il ouvre progressivement sa propre imprimerie, se distingue rapidement par son énergie et son sens des affaires. Et contrairement à beaucoup d'artisans de son époque, il comprend que l'imprimerie n'est pas seulement une activité technique, c'est aussi un instrument de communication et d'influence. Donc il lance un journal, la Pennsylvania Gazette, qui va devenir rapidement l'une des plus lues des colonies. Franklin y publie des articles politiques, des essais, des satires et des informations pratiques. Son style clair, ironique et accessible séduit un public de plus en plus large. Et parallèlement, il publie à partir de 1732 un ouvrage qui va lui apporter une immense popularité, Poor Richard's Almanac. Cet almanach annuel contient des informations pratiques, calendrier, conseils agricoles, prévisions météorologiques, mais aussi des centaines de maximes et de proverbes destinés à guider la vie quotidienne. On y trouve des formules qui sont devenues célèbres.
Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Time is money, etc., etc. Je reviendrai là-dessus dans le bonus. Ces aphorismes résument l'éthique que Benjamin Franklin admire, encore une fois, travail, discipline, économie, amélioration de soi. Mais sa réussite ne se limite pas aux affaires. À Philadelphie, il développe une idée qui va devenir donc centrale dans sa vie, celle de l'action collective des citoyens. Benjamin Franklin est convaincu que la société peut être améliorée non seulement par les gouvernements, mais aussi par l'initiative des habitants eux-mêmes. En 1727, il fonde un petit cercle de discussion appelé le Junto. Ce groupe rassemble des artisans, des commerçants et des jeunes professionnels qui se réunissent régulièrement pour débattre de questions morales, économiques et politiques. Benjamin Franklin prépare pour ces réunions des listes de questions destinées à stimuler la réflexion. C'est tout simplement un club. Aujourd'hui, ça existe, des clubs comme ça, bien entendu. Comment améliorer la ville, comment aider les pauvres, comment développer l'éducation. Le Junto devient une véritable pépinière d'initiatives civiques. À partir de ces discussions, naissent alors plusieurs projets qui vont transformer la vie de Philadelphie.